Bienvenue tout le monde. 27 novembre 2025. Bienvenue à notre 20e Discuter et comprendre. On vous laisse entrer progressivement. On va prendre la prochaine minute pour laisser les gens arriver dans la salle virtuelle, s'installer. On comprend que vous allez peut-être manger votre lunch. Caméra ouverte, caméra fermée, c'est correct. Euh, on comprend que cette heure stratégique du lunch nous permet aussi de manger. Et surtout. Donc, installez-vous, on va commencer sous peu. Euh, et merci d'être avec nous ce midi. Alors, midi 1, on va commencer. On vous remercie d'être là, tout le monde. On avait notre nombre record de plus de 180 inscriptions ce midi. On va laisser les gens se joindre en fonction de leurs agendas respectifs. Vous êtes avec nous. On est très contente de vous voir et de vous recevoir au 20e Discuter et comprendre aujourd'hui qui va porter sur l'image corporelle et la grossophobie. On va aujourd'hui essayer de démystifier ensemble qu'est-ce que c'est. On va avoir une discussion sur l'impact de l'image corporelle et de la grossophobie dans les soins de santé et services sociaux. On va faire un peu le tour de la question avec nos 3 panélistes qu'on remercie d'être avec nous aujourd'hui. On est très chanceuse de les avoir avec nous. Ce que je vais faire, donc, c'est vous donner une petite introduction. On a vu dans la liste d'inscription qu'il y avait des gens qui étaient avec nous pour la première fois. Donc, je vais introduire ce qu'est l'activité Discuter et comprendre. Je commence par me présenter. Mon nom est Christine Morin, je suis directrice adjointe aux ressources humaines du centre-ouest de l'île de Montréal. Et donc, je suis heureuse de vous accueillir en compagnie de l'équipe Diversité, Équité, Inclusion, Appartenance, Christina Chapelle, Ivy Gumbach, qui sont avec nous aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous avons 3 panélistes avec nous aujourd'hui qu'on va présenter sous peu. Je voulais prendre le moment, d'abord et avant tout, de vous renommer ou de vous nommer pour la première fois les objectifs des Discuter et comprendre. On a créé ces événements de co-apprentissage pour créer des espaces réflexifs dans le but de développer une posture inclusive dans notre établissement au niveau tant du personnel que de l'accueil des soins de santé et services sociaux. Et donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est apprendre, échanger ensemble sur des sujets qui touchent de près ou de loin à la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance, tant pour le personnel, les stagiaires, que pour les usagers, les usagers de nos établissements respectifs. Donc, dans notre approche à la DEIA, ce qu'on cherche, c'est davantage d'être dans une posture réflexive. Je l'ai dit tout à l'heure, on veut favoriser l'éclosion puis le déploiement d'une posture inclusive dans nos environnements. Et pour ce faire, là, on mise vraiment sur la réflexivité plutôt que la prescription. Vous ne sortirez peut-être pas d'ici avec une longue liste de choses à faire de la bouche des expertes, mais on veut vous faire réfléchir sur ces sujets qui, on pense, sont importants dans la mission de ce qu'on fait là, tous les jours dans le réseau. Donc, ça va passer vite, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas le temps de tout couvrir, tout se dire, tout demander, mais un des objectifs du déroulement du Discuter et comprendre, c'est qu'on discute avec vous, les participants et les participantes, et donc à cet effet-là, vous êtes bienvenus à lever la main pour prendre la parole, poser des questions, partager une réflexion ou écrire dans le clavardage si vous le préférez. Christina va mettre quelques indications, là, si on veut, pour un dialogue inclusif. On a des suggestions qu'on utilise dans l'équipe des EIA là, pour ce type d'événement-là. On débute avec un échange avec les panélistes, puis par la suite, là, vous êtes les bienvenus à lever la main, écrire dans le clavardage. L'objectif, c'est qu'on soit en dialogue collectif sur ces sujets. Et donc, évidemment, on vous invite à la curiosité, à l'ouverture sur les perspectives diversifiées. Nos panélistes n'auront pas nécessairement la même perspective sur tous les sujets. C'est possible que ça arrive, mais on veut aussi modeler dans les discuter, comprendre des conversations où on peut avoir des perspectives qui ne sont pas exactement les mêmes, mais desquelles on peut apprendre, désapprendre ensemble et réapprendre sur des sujets qui sont au menu. Et donc, on vous invite à faire de même.
toutes les interventions qui visent à nous faire cheminer collectivement sont les bienvenues. Et je vais donc commencer. On va remercier nos chers panélistes d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Bergeron, Andréane Dufour-Bouchard et Catherine Labelle. J'aime toujours que les panélistes se présentent eux ou elles-mêmes, donc je vais vous tendre la parole. Frédéric, je commencerai par toi. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour le discuter et comprendre. Merci pour l'invitation. Donc, je me présente, Frédéric Bergeron. Je suis agente de planification, de programmation et de recherche, l'acronyme APPR, là, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis APPR à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Ça fait 5 ans. Au niveau académique, j'ai un bac en nutrition et une maîtrise en santé publique. Puis, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup là, dans mon travail, c'est tout ce qui est relié au système d'oppression puis leur impact sur la santé. Récemment aussi, j'ai co-rédigé le document La stigmatisation liée au poids, prévenir la grossophobie pour des pratiques de santé publique inclusive. Donc ça a été publié au mois de mars, c'est en ligne, puis ça va être aussi dans les ressources, si ça vous intéresse d'aller en lire un peu plus là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Bienvenue. Andréane, bonjour. Bonjour, je suis nutritionniste aussi, comme Frédéric. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis nutritionniste et chef de projet. Je travaille pour l'organisme Équilibre depuis plus de 15 ans. Je me suis toujours intéressée beaucoup à l'image corporelle, à l'impact de notre image corporelle sur notre façon de manger, notre façon de bouger. Donc, j'ai vraiment développé une expertise là-dessus. Et Équilibre, on a une campagne de sensibilisation à la grossophobie depuis quelques années, dont je pourrais un peu plus vous parler tout à l'heure. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Puis, je suis contente de voir la quantité de personnes aussi qui ont un intérêt pour ce sujet-là. On le voit de plus en plus, c'est émergent, donc c'est vraiment une super belle occasion de discuter ensemble, justement. Super, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et notre troisième panéliste, non la moindre, Catherine Labelle, bonjour. Bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine Labelle, donc je suis travailleuse sociale de formation. Je suis présentement le gestionnaire dans le réseau de la santé. Je suis anciennement à Centre-Ouest, donc je vous remercie là, pour l'invitation. Ça me touche beaucoup là, de pouvoir revenir dans mon ancienne équipe. Donc, je suis présentement gestionnaire, je suis chef d'unité dans un milieu de vie CHSLD. J'ai travaillé là, quand j'étais à Centre-Ouest comme chef d'administration de programme Air ouverte et j'étais aussi là, spécialiste en activité clinique au GASMA. Donc, je suis vraiment là, choyée d'avoir été invitée là, pour parler là, un peu de comment on peut actualiser les pratiques là, anti-grossophobes là, dans Santé Québec. Super. Bien, merci beaucoup, Catherine, Andréane et Frédéric. On va commencer sans plus tarder. On avait décidé en rencontre de préparation de commencer par mettre la table. Donc, on va se donner l'occasion d'apprendre tout le monde ensemble. Je vais d'abord vous lire une définition qui a été élaborée par l'organisme Équilibre sur la grossophobie, pour qu'on parte du même point, tout le monde. Donc, la grossophobie se définit comme l'ensemble des attitudes et comportements, conscients ou non, qui dévaluent socialement, stigmatisent et discriminent les personnes grosses. Elle inclut également la valorisation systémique des corps minces, la peur de prendre du poids, de même que les nombreuses contraintes et micro-agressions vécues par les personnes grosses au quotidien. Par exemple, offres limitées de vêtements, sièges inadaptés dans les salles de spectacle, au restaurant, etc., commentaires non sollicités et plus encore. Loin d'être inoffensive, elle peut avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale des personnes grosses, en plus d'entretenir la peur de prendre du poids chez l'ensemble de la population et les comportements malsains de contrôle du poids qui en découlent. Donc, à partir de cette définition-là, on commence la conversation avec les panélistes. J'aurais aimé peut-être entendre Andréane sur quel a été votre processus d'élaboration, de développement de cette définition-là au sein d'Équilibre. Je te lance la parole. Bien, tout a commencé quand on a eu le bonheur d'être financé, dans le fond, par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour aborder ce sujet-là de la grossophobie. On fait plusieurs campagnes de sensibilisation équilibre sur différents sujets en lien avec l'image corporelle, mais on n'avait jamais abordé ce sujet-là encore, puis on trouvait ça très important de le faire. Donc, on voulait s'assurer de bien le faire. Puis, comme c'est un sujet, même si on est expert en image corporelle, on n'était pas nécessairement expert en grossophobie. Donc, on voulait vraiment prendre le temps de développer une définition qui allait être très inclusive là, à cet égard-là. Puis, on s'est associé dans le cadre de cette campagne-là à des experts, des chercheurs, mais on trouvait ça super important aussi d'inclure des gens qui militent sur le sujet, qui sont aussi des personnes grosses, pour vraiment s'assurer de ne pas avoir d'angle mort, parce que même si on veut bien faire, des fois, si on ne vit pas cette réalité-là comme professionnel, ben peut-être que finalement, on va oublier des petits éléments ou on va
faire ou dire quelque chose en pensant que c'est une bonne affaire, puis finalement, on peut se mettre un peu les pieds dans les plats. Donc, on voulait vraiment s'assurer de développer quelque chose de conjoint, là, autant point de vue scientifique que point de vue réalité des personnes qui vivent la situation. Donc, c'est avec ce comité-là, qui était composé de plusieurs militants et experts, qu'on a développé la définition. C'est sûr que le premier volet de la définition qui parle vraiment des discriminations que les personnes grosses peuvent vivre, je pense que c'est assez connu de la part des gens. Quand on pense grossophobie, on pense à ça probablement en premier. Mais on trouvait ça aussi important d'inclure tous les aspects, justement, de l'environnement dans lequel on vit, qu'on réalise pas toujours aussi quand on a un corps qui est plus dans les standards, tu sais, par rapport aux chaises, par rapport au choix des vêtements. Ça fait partie de la réalité aussi. Puis c'est de la grossophobie qui se manifeste d'une autre façon, mais qui est quand même très, très présente. Puis on voulait aussi montrer à quel point la grossophobie, ça touche en plus grande partie les personnes grosses, bien sûr, mais à quel point ça touche l'ensemble de la population aussi, parce que les gens sont insatisfaits de leur corps, sont très préoccupés, puis justement, cette peur-là de devenir gros qui émane à la fois de la culture des diètes, mais aussi tous les préjugés que les personnes grosses peuvent subir, ben, ça entretient tout ça, là, cette espèce de peur-là de prendre du poids, puis bien sûr, ben, ça alimente aussi beaucoup toute la culture des diètes, qui s'enrichit souvent de l'insuccès de ces méthodes de perte de poids. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'arriver à une définition globale comme ça. Puis, ça a été la base là, des travaux de notre campagne. Mais c'est intéressant, puis on voit vraiment à quel point quand on fait une définition qui est complète comme ça, puis qui est multidimensionnelle, ça vient ouvrir des portes de réflexion sur différents aspects qui peuvent toucher la grossophobie dans ce cas-ci. Je rajouterais peut-être juste, on va en reparler plus tard, il y avait une question là-dessus sur les termes, mais vous aurez peut-être remarqué que j'ai utilisé le terme personne grosse aussi quand j'en parle depuis le début. On va discuter un peu plus des termes, mais ce terme-là, c'est un terme qu'on propose de se réapproprier, qui est bien sûr un terme qui est non péjoratif, mais qui est utilisé vraiment comme un descriptif neutre. Mais on va en reparler dans une prochaine question. Super, merci. Pour aller un petit peu plus loin, là, justement, dans définir ce que c'est la grossophobie, je me tournerai vers Frédéric. Comment est-ce qu'on décrit les formes? Il y a différentes formes de grossophobie, là. Comment est-ce que vous les décrivez? Est-ce que vous les décririez personnel, interpersonnel, institutionnel? Lesquels on voit plus souvent dans le réseau de la santé et des services sociaux aujourd'hui? Je ne sais pas, Frédéric, si on est en mesure de répondre à ça. Et puis, comment ça se manifeste? Oui, absolument. Je peux commencer par expliquer un peu les 3 types de grossophobie. Donc, oui, il y a la grossophobie institutionnelle. Donc, ça, c'est la façon dont les personnes considérées comme étant surpoids vont être traitées dans la société et justement dans nos institutions comme le réseau de la santé. Donc, ça peut se manifester par justement recevoir des soins de santé de moins bonne qualité, par aussi un manque d'équipements médicaux qui va être convenable à tous les poids, par exemple, comme Andréane disait tantôt, au niveau peut-être des chaises, où est-ce que les gens dans la salle d'attente ne vont pas pouvoir même s'asseoir, rentrer sur la chaise, par exemple, mais ça peut être aussi les brasseurs de pression qui sont trop petits, jaquettes d'hôpital, etc. Ensuite, la deuxième, on a la grossophobie interpersonnelle, donc vraiment dans les relations où est-ce que des gens vont vraiment faire des moqueries, des insultes, aussi donner des traitements discriminatoires ou avoir des attitudes, des comportements qui sont dénigrants à l'intégrité des personnes grosses. Puis on sait justement que les sources les plus fréquentes là, de grossophobie interpersonnelle, c'est la famille et les professionnels de la santé. Donc, c'est une autre façon dont ça se manifeste dans le réseau aussi. Et au niveau de la grossophobie intrapersonnelle, là, c'est vraiment la grossophobie qui est dirigée envers soi-même. Donc, c'est vraiment quand on internalise tous ces biais-là grossophobes envers nous-mêmes. Donc, ça peut se manifester par, on pourrait croire, par exemple, qu'on mérite d'être discriminé et traité négativement en raison de notre poids. On pourrait aussi développer une préoccupation excessive à l'égard de notre poids, comme Andréane disait tantôt, peut-être d'avoir peur de prendre du poids, mais ça pourrait vraiment aussi aller plus loin puis développer un trouble de comportement alimentaire aussi. Là. Donc, ça pourrait vraiment venir affecter tout ça. Là, ça montre aussi que la grossophobie, ça affecte la santé des gens. Là. Ouais. Merci pour ces détails-là, ces exemples-là aussi, de nous parler concrètement des impacts en fonction de la forme de grossophobie. Donc, si je me tourne vers Catherine, puis là, je vous interpelle les panélistes, hein, vous pouvez laisser vos micros ouverts, vous pouvez vous relancer. Catherine, quand on parle de diversité corporelle, qu'est-ce que ça signifie réellement dans le contexte des soins de santé? Puis en quoi la reconnaissance de la diversité corporelle transforme notre manière de concevoir les soins? C'est une excellente question. En fait, puis quand on parle de la diversité corporelle, on prend aussi, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs types de morphologie naturelle qui existent chez les gens. Donc,
qu'on soit une personne non grosse, qu'on soit une personne grosse, ben, notre poids, on va le porter différemment, notre masse osseuse va être divisée différemment. Fait que, tu sais, quelle forme ça prend? Ben, tu sais, puis je pense que Frédéric l'a déjà nommé, tu sais, on va être dans un manque de matériel, les IRM qui ne sont pas nécessairement adaptés, ça peut amener aussi à reporter les soins. Mais tu sais, je pense que quand on parle là, de la grossophobie médicale, là, donc plus dans le milieu médical, la première chose qu'on doit éviter de faire, je pense, c'est de présumer la santé d'une personne, peu importe sa morphologie, mais particulièrement des personnes grosses. Puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont rapportés ben, on m'a dit de m'entraîner alors que dans les faits, j'ai déjà un programme d'entraînement qui est très développé. Donc, tu sais, on va s'attendre à ce que certaines personnes aient certains diagnostics cohérents avec notre vision de ce qu'une personne grosse devrait vivre comme conséquence. Puis je dis en grande guillemets, les conséquences d'être une personne grosse, c'est nommément le diabète, le cholestérol, la haute pression, c'est des maladies ou des troubles qui sont associés avec un poids élevé sans nécessairement être soutenu par la recherche. Mais après ça, on va présumer de ça, puis on va faire des recommandations à travers ce biais-là, cette lecture-là qui est déjà erronée. Donc, tu sais, la diversité corporelle, mais tu sais, ça affecte tout le monde parce qu'une personne non grosse va aussi être bénéficiaire parfois de présomption positive quant à sa santé parce qu'elle est non grosse, ben on va présumer qu'elle est en bonne santé sans nécessairement aussi lui poser des questions relatives à ses habitudes de vie. Donc, tu sais, je pense que ça va prendre différentes formes. Puis, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter puis mettre tout le monde sur le même pied d'égalité au niveau de la diversité corporelle, sachant que des personnes grosses, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Même si on mangeait toute la même chose aujourd'hui, ben, à la fin de la journée, on n'aurait pas nécessairement cette morphologie-là, puis la santé est déterminée par beaucoup, beaucoup de choses. Merci Catherine pour ça. J'aurais eu envie de rebondir, moi, Oui, là-dessus, Andréane. si c'est correct. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu amènes, Catherine. Puis, tu sais, l'idée de la santé, tu sais, souvent, on se préoccupe des problématiques de santé qui peuvent être associées au poids. Puis, il y a des études qui soutiennent certaines choses, mais des fois, il y a des raccourcis un petit peu trop directs puis des nuances qui méritent justement d'être apportées. Mais je trouve que c'est intéressant d'amener aussi le fait que la grossophobie, c'est aussi bien documenté, que ça a des impacts négatifs sur la santé. Puis, à ce point que dans les guidelines de pratique clinique sur le traitement de l'obésité en 2020, ils ont intégré la stigmatisation, puis ils ont dit à quel point il faut justement intervenir avec une approche qui est beaucoup plus axée sur l'amélioration des paramètres de santé globale, centrée sur la personne, que la perte de poids uniquement, considérant les impacts négatifs de la grossophobie. Et même, il y avait en tout cas, il y avait une phrase que j'ai bien retenue qui disait que dans le fond, indépendamment du poids, le fait de vivre la grossophobie, ben, ça augmentait la mortalité et la morbidité. Donc, c'est important quand on pense aider notre patient en abordant des fois des sujets qui peuvent être liés à la maladie liée au poids, mais des fois, on nuit à certains autres aspects de sa santé, même si on veut bien faire. Puis je pense que c'était aussi beaucoup ça qu'il y avait dans notre définition de la grossophobie, c'est que les préjugés peuvent être conscients ou inconscients. T'sais, je pense qu'il y a une petite proportion de la population qui est fondamentalement méchante, mais je pense que la majorité des gens baignent aussi dans cette culture des diètes-là, dans ces messages-là. On a intégré que bon, l'activité physique, c'est bon pour la santé, ça fait perdre du poids, l'alimentation aussi, mais il y a beaucoup de nuances, encore une fois, puis beaucoup de variabilité entre les gens. Fait que des fois, on s'en rend juste pas compte qu'on entretient ces croyances-là. Donc, de se poser la question, si je voyais pas la personne, est-ce que j'aurais la même intervention, les mêmes préjugés, puis d'essayer juste de déconstruire ça, je pense que ça, c'est aussi super important, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, si je peux ajouter, il faut pas confondre notre bienveillance et notre bientraitance. On peut être bienveillant sans nécessairement que nos comportements soient bientraitants. Puis, c'est aussi de considérer que les recours recommandés à la perte de poids n'est pas aussi sans conséquence. Puis, j'ai 2 nutritionnistes avec moi qui vont confirmer que entamer une démarche de perte de poids, entamer une chirurgie pour perdre du poids, certains traitements pharmacologiques qui vont être recommandés ont aussi des conséquences sur la santé qui sont parfois irréversibles. Donc, tu sais, je pense que c'est aussi de remettre l'usager, de remettre la personne au centre de ses soins, de ses décisions pour la capacité de prendre une décision éclairée en sachant les pour et les contre. Mais il faut aussi, nous, en tant que soignants, faire notre travail au niveau d'adresser nos biais institutionnels, nos biais intériorisés, puis notre propre grossophobie. Puis on s'entend qu'on a tous des idéologies d'une conception grossophobe parce qu'on vit dans une société aussi qui amène ce discours-là. Fait, on ne peut pas non plus se taper les doigts. C'est comme tu nommais tantôt, Christine, c'est d'en prendre conscience puis d'entamer une propre réflexion par rapport à ça.
Puis là, j'ai pris une note, j'ai pris plein de notes depuis le début de notre échange déjà, mais j'aime ça, bienveillance. La bienveillance n'est pas égale à la bientraitance. Nous, habituellement, quand on traite de ce sujet-là, Catherine, on dit l'intention n'est pas garante de l'impact. Exact. Hein? Donc, ça se ressemble, puis je pense que c'est important de se le rappeler. Des fois, on est effectivement porteur de bonnes intentions, de bienveillance, puis on n'a pas toujours les résultats escomptés. Dans nos relations, là, on peut le transposer avec des collègues, avec des usagères, des usagers, qu'on soit un personnel clinique ou administratif, là, ça s'applique également. C'est des belles réflexions, puis je pense que de ramener ça aussi à nos représentations sociales, c'est important parce que la construction de nos représentations sociales, elle est faite effectivement des informations qu'on possède. Puis souvent, Andréane, tu parlais d'amalgame, on fait des amalgames, on a plein de sortes, on prend toutes sortes de raccourcis qui fait en sorte que des fois, on ne remet pas en question. C'est quoi l'information que je possède sur le lien entre le poids, par exemple, et la santé? Tu sais, souvent, la moyenne des personnes n'ont pas été faire une recherche là-dessus. C'est quoi les plus récentes recherches qui vont avoir des corrélations directes ou indirectes avec un état de santé puis un poids spécifique, que ce soit positivement ou négativement. Fait que je trouve que c'est des bons rappels pour nous. Merci pour ça. Frédéric, je me tourne vers toi. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter à cet échange-là? Je pense que vous avez fait un bon tour. Oui. Super, OK. Puis, je rappelle aux gens qui sont avec nous, là, vous êtes les bienvenus pour lever la main. On ne cherche pas des réponses ou des contributions parfaites. On est dans un espace où on partage notre réflexion, où on apprend ensemble. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le clavardage, à prendre la parole. On est habitué, on va s'ajuster, on va aller dans la direction aussi où la conversation nous mène. En effet, il y a donc, une main levée. une main levée. Maintenant, une deuxième main levée. Donc, en premier, on a Christina qui a levé la main. Et en deuxième, on a Larissa, pardon. Donc, je pense, Christina, qu'on doit leur donner le micro C'est fait. formellement. OK, super. Donc, Christina? Yes, hi everyone. I'm a social worker at Intake, so just my presentation. So I'm going to try to say this as clearly as possible, what I'm reflecting on, both structurally but also personally. I was wondering, like, understanding the current cultural climate of fat phobia, I'd be curious to know, like, if you've also digged into deeper historical roots of how we've come to understand bodies. I'm thinking like colonialism, racism, patriarchy, all the forces that obviously shape norms about which bodies are seen as dominant, civilized, worthy, and how these systems continue to inform how we consider normal or healthy, often in ways that reinforce the same supremacy-based ideals. And my specific example, which I personally experienced myself, was the BMI, the body mass index, as an example, knowing that it was created in the 19th century by someone, I think, who was a mathematician and not a medical doctor, who based the measure on a very narrow sample, white European men. So when we continue using a tool developed from only one body type, white, thin, tall, male, it raises for me the question how these systems are still embedded in our health standards today, and what do you think about the BMI in that case and how it perpetuates fat phobia and the ongoing discriminatory and social dynamics that we experience in society, shaping the way that also medical systems as well are implicated in that. That's my long tangent question. Thank you. It's great. Thank you so much. Avant que je le lance à mes panélistes, j'avais pas fait de, non, c'est correct. J'avais pas fait de petits mémos sur la langue. Vous êtes bienvenus, évidemment, de vous exprimer dans la langue de votre choix. Moi, je vais faire une traduction imparfaite, Christina, si c'est OK. Pour les personnes qui sont avec nous, qui sont peut-être moins bilingues. Donc, il y avait une question sur les racines historiques de cette construction sociale autour du poids, à savoir, donc, on parle aujourd'hui de grossophobie, quelles sont les racines historiques de cette construction négative d'un poids, comment on a systématiquement construit nos préjugés face aux personnes grosses. Il y avait beaucoup d'autres détails, là, mais je vais y aller au cœur de la question. J'espère, Christina, que ça représente bien le souci. Donc, dans quel système d'oppression ça peut s'être inscrit? Puis, historiquement, la question, c'était, est-ce que vous avez cherché ça? Donc, la question s'adressait aux panélistes. Avez-vous
avez fait des recherches sur les racines historiques de ces préjugés et de cette forme de discrimination. Donc, Catherine, je sentais que tu voulais prendre la parole. I can even I can even translate myself. I have no issue with that. So there's actually roots that have been demonstrated between racism and fat phobia. There's a really interesting book called Fearing the Black Body by Sabrina Strings that actually addresses the whole concept of how fat phobia came. Of course, the BMI is a very controversial tool to assess the weight of population that has been kind of reduced. And we talked about it during our pre-meeting with Christine, and it was actually very interesting because it somehow became very, very popular. I think the medical world also likes to have numbers and tools to kind of attach themselves to it. But also it's been known, and we go back to the African arts that has a lot of fatter representation. There's also a lot of historical representation of fat bodies. I think we also came into a period actually historically where we have a lot of abundance in terms of food disponibility, availability, and I think that's also kind of a curve that's going that way. Fait en gros, ce que je disais, c'est qu'il y a un livre qui est très intéressant là, qui s'appelle Fearing the Black Body de Sabrina Strings. Je crois qu'il a été traduit, qui est disponible aussi en français, je crois, qui va faire le lien entre les racines, le racisme et la grossophobie depuis une longue période. Je me rappelle pas exactement à partir de quand, là, ça va quand même assez loin. Puis dans le fond, on va aller jusqu'à maintenant où est-ce qu'on a encore la mesure de l'IMC, qui est un outil qui est très imparfait, qui est très critiqué, qu'il y a plusieurs chercheurs de plus en plus là, qui vont aller le remettre en question parce que, comme Christina l'a nommé, c'est un outil pour mesurer le poids d'une population et non un poids individuel, mais parce que l'humain aime les raccourcis, hein, ça fait partie de nos différents quirks et avantages. On utilise les outils à notre portée, ça fait qu'on est dans un système là, qui est plutôt oppressif. Mais aussi, on est dans une culture en ce moment où on a une abondance, donc les référents changent avec le temps historiquement, donc ça explique un peu tout ça aussi. C'est sûr, je ne veux pas faire une analyse là, longitudinale, on pourrait être là longtemps, mais merci de votre écoute et de votre patience. C'est une très bonne question, Christina. Puis Christina faisait aussi référence à Francis Galton qui a mesuré les corps et qui, au milieu, vers les années 1880, là, ça a déclenché ça a eu beaucoup d'impact systémique, ce travail-là, tant donc sur la diversité corporelle en général, tant pour la question du handicap que pour la question qu'on traite aujourd'hui au niveau de la grossophobie ou les personnes grosses. Je vais me tourner vers Frédéric. Ah non, il y a une autre question. Je vais prendre la question de Larissa. Après ça, je reviens à Frédéric. Larissa, bonjour. Bienvenue. Bonjour tout le monde et merci beaucoup pour le sujet. C'est sûr que quand je l'ai vu, j'ai dit, OK, je viens à cette rencontre parce que je vais peut-être avoir des réponses. En tout cas, on verra bien. Je travaille sur un dossier actuellement de saines habitudes de vie. Je travaille dans l'équipe de santé publique du CIS de l'Est de Montréal. Et on avait fait un tour avec les équipes cliniques pour voir un peu certains items de la promotion de santé. Et il y avait la notion d'obésité, bien sûr. Puis l'enjeu qui ressortait, c'était vraiment comment l'adresser. Pour beaucoup d'intervenants, à cause de tout ce qui a rapport les enjeux de grossophobie, ils veulent même plus du tout parler. Ils veulent plus du tout aborder le sujet. Et avec certains enjeux de santé, c'était comme on n'a pas d'outils, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, puis nous, on est dans cette réflexion de est-ce qu'il y a-t-il des guides, est-ce qu'il y a-t-il des façons de faire, comment est-ce qu'on approche, des formations à faire, donc vraiment, c'est mon sujet, vraiment, c'est ce que je pose, donc je serais ravie d'avoir des réponses. Merci. Merci, Larissa. Je me tourne vers les panélistes. Je pense que déjà de se poser la question, ça montre à quel point il y a une sensibilité, puis on sent que c'est un sujet délicat, on veut intervenir, on ne sait pas trop, on veut aussi s'assurer de pouvoir parler de certains sujets des fois. Fait que je pense que c'est important de comprendre que quand on parle de grossophobie, on ne dit pas qu'il ne faut plus jamais parler du poids non plus, puis que le poids doit devenir un sujet tabou.
c'est juste de réfléchir à nos automatismes puis de voir quand c'est vraiment nécessaire de parler du poids ou pas. Puis encore là, quand c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Là, des fois, on peut croire que c'est vraiment nécessaire pour certains critères, mais par exemple, si on a besoin d'avoir le poids d'une personne pour mesurer certains médicaments, ben c'est correct aussi de peser, par exemple, la personne, mais juste d'avoir la sensibilité puis de comprendre que plusieurs personnes grosses peuvent avoir subi la grossophobie dans le milieu de la santé, donc d'avoir cette sensibilité-là, puis peut-être pas aborder le poids, première chose, quand la personne rentre dans le bureau, de demander à la personne si c'est correct de parler de son poids aussi, puis d'accepter que si la personne est pas prête ou veut pas, ben c'est correct de pas en parler. Bien sûr, de pas parler du poids si c'est pas l'objet de la demande de consultation. Souvent, ça, c'est des choses aussi qui se font, puis encore là, des fois, ça peut partir d'une bonne intention, mais ça peut être très blessant aussi pour la personne, puis injustifié d'en parler. Des fois, on peut parler du poids aussi justement pour déconstruire certaines croyances parce qu'il y a des personnes qui vont penser justement que c'est de leur faute, qui ont mal mangé, qui n'ont pas assez fait preuve de volonté dans leur dernier régime ou des choses comme ça. Donc, d'expliquer des fois aussi tous les déterminants du poids, tous les déterminants de la santé. Donc, ça, c'est une bonne manière de pouvoir en parler pour déconstruire des préjugés puis aider les gens finalement à mieux accepter peut-être leur corps ou leur poids dans certains contextes. Je vous dirais qu'en termes d'outils concrets, là, il y en a plusieurs, je pense, qui vont être probablement déposés peut-être dans le chat, mais il y a le Réseau canadien en obésité qui a fait un outil qui s'appelle Ask. Là, j'ai juste le Ask en anglais, là, mais c'est comme, il est en français ou en anglais, mais c'est vraiment un peu des étapes de demander si on peut parler du poids, comment demander la permission, comment en parler. Sinon, il y a le collectif Vital qui travaille avec l'Association pour la santé publique du Québec, qui a vraiment fait un document de peut-être 3 pages là, pour le milieu médical, pour être justement un milieu qui va être inclusif, puis savoir comment aborder le poids, quand c'est nécessaire, quand c'est pas nécessaire, puis comment le faire dans ce cas-là. Là. Merci, Andréane. Je pense que Frédéric pourrait aussi plugger que j'allais ce qu'elle a écrit. Ben, c'est sûr que le document que j'ai écrit, dont je parlais tantôt, là, la stigmatisation liée au poids, c'est plus axé quand même niveau santé publique, mais il y a quand même des grandes lignes qui peuvent être intéressantes justement pour voir comment passer d'une approche qui est plus inclusive de tous les types de corps versus une approche qui est vraiment axée sur le poids. Donc, par exemple, tu sais, juste de reconnaître que on le sait que les changements d'habitude de vie, ça a un grand impact sur la santé, peu importe si au final on va perdre du poids ou non. Donc, si on veut parler d'habitude de vie, d'en parler, mais c'est pas nécessaire justement d'aller vers le poids parce qu'on sait que ça a quand même un impact sur la santé. Là. Ouais. Puis là, je vois que Christina a mis le lien dans le clavardage. Merci, Christina. Et donc, Frédéric, si on continuait à se poser des questions concernant justement la grossophobie, on voulait faire des liens dans notre discuter, comprendre sur la grossophobie dans les soins, dans le réseau des soins de la santé, comment la stigmatisation qui est liée au poids influence la manière dont les personnes grosses accèdent justement aux soins, décrivent leurs symptômes ou osent demander de l'aide. Oui, très bonne question. Je pense qu'on a déjà abordé quelques pistes, là, mais en gros, dans le fond, c'est vraiment comment les gens vont recevoir des soins, justement, qui vont recevoir des soins de santé de moins bonne qualité. Donc, ça peut se manifester par les traitements qui sont proposés. Donc, je pense qu'on a déjà donné quelques exemples, mais quelques anecdotes, par exemple, des gens qui sont allés consulter un médecin pour des douleurs intenses au ventre, mais on leur répond de maigrir. Mais finalement, la personne avait un cancer de l'intestin de grêle. Donc, on voit que ça peut vraiment amener justement les gens à ne pas avoir les bons traitements dont ils ont besoin. Puis ça, c'est pas, ben, j'ai dit une anecdote, mais c'est quand même c'est pas juste occasionnel. Tu sais, ça arrive vraiment beaucoup des situations comme ça. Donc, au niveau des traitements, de ne pas recevoir des bons traitements, mais aussi peut-être parfois l'impossibilité de faire les examens qu'on a besoin de faire parce que le matériel n'est pas adapté. Donc, tantôt, comme ça a été dit, peut-être la machine IRM qui est trop étroite, les brassards de pression, jaquette d'hôpital, table d'examen, etc. Donc, ça ne permet pas aux gens d'avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Et aussi, la deuxième chose, ben, c'est que justement, si on fait face à beaucoup d'expériences très négatives, même traumatisantes pour certaines personnes dans le système de la santé, ben, il va y avoir vraiment une réticence à aller consulter. Donc, certaines personnes vont éviter d'y aller, laisser peut-être le problème s'empirer, puis finalement finir par consulter quand peut-être ça pourrait être trop tard. Si par exemple, on pense à un cancer, ça peut être très grave aussi d'avoir un délai là, au niveau du diagnostic et des traitements. Donc, ça aussi, ça peut venir affecter la santé des personnes.
Oui, puis dans le cas de justement la consultation ou l'accès aux soins, on ne sait jamais qui ne vient pas, hein, parce que par définition, ils ne sont pas venus. Donc, quand on parle du bon soin à la bonne personne au bon moment, ça devient crucial de se sentir justement inclus dans notre démarche de santé, de sentir qu'on a été considéré en amont. Dans notre rencontre préparatoire, on parlait du matériel qui est à la disposition dans les contextes cliniques. Est-ce qu'on a le bon matériel pour tous les types de corps? Accessible, peut-être pas en quantité similaire, mais toujours tout de même disponible pour aussi envoyer ce message-là de la considération d'une variété de corps et d'une variété de besoins. C'est une question qui mérite attention là, dans nos milieux parce que justement, cette question-là de fou la poule, hein, est-ce qu'on rejoint la bonne personne au bon moment? Mais ça dépend aussi de d'autres facteurs. Je vois qu'il y a une main levée. Christina, I don't know if it's a new hand. Oui, il y a une nouvelle main à Araceli et aussi 2 commentaires dans le chat en lien avec ce qui vient d'être nommé. Mélissa nomme un exemple où une personne a rapporté que sa chirurgienne a refusé de faire sa 2e chirurgie tant qu'il n'avait pas un IMC en dessous de 35 ou plus grand que 35, par exemple. Donc, on a aussi Cathy qui parle de santé, même en recrutement, qui peut avoir un impact sur la perception des compétences, du risque de congé de maladie. Et Christina, elle nomme qu'elle a déposé sa main, c'était une ancienne question. Et on a une 2e main de Bénédicte qui est levée, mais on peut commencer avec Araceli, si vous voulez aussi réagir aux commentaires dans le chat. On a d'autres mains qui se lèvent également, donc on prend une main à la fois. Araceli? On vous invite à enlever la sourdine de votre micro si ça fonctionne. Sinon, on peut vous laisser 30 secondes et passer à la prochaine participante. Je propose qu'on prenne l'intervention de Bénédicte Araceli. Si vous arrivez à enlever votre sourdine, vous êtes la bienvenue. Je suis en train de me demander si on a des problèmes techniques. Oui, allô, désolée, j'ai accroché ma main, là, puis je ne sais pas pourquoi j'ai comme des délais, là, donc excusez-moi, ouais. On vous écoute. Alors, c'était la prochaine personne qui était... Araceli, ça ne fonctionne toujours pas. On va aller vers François. Bonjour, François. Est-ce que vous êtes capable d'enlever votre sourdine? Oui. Allô? Oui, bonjour. Ah oui, excusez-moi. Bon, en fait, merci pour la réunion, c'est vraiment apprécié. J'ai 2 questions. En fait, souvent, on peut croire que la prise de poids, ça vient un peu vers l'adolescence. On commence à voir un peu plus de... Les gens commencent à faire un peu plus de différence au niveau corporel parce qu'ils se sont en train de se former. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que une intervention au niveau de psychologique ou, je ne sais pas, au niveau scolaire, devrait être mis en place aussitôt que les enseignants puissent voir ce genre de situations, ou ça serait dangereux de commencer à chercher le niveau émotionnel de l'enfant pour qu'il ne devienne pas une personne adulte avec des problèmes d'adaptation ou même d'acceptation d'elle-même. Et la 2e question, c'est si déjà avec les jeunes adultes qui font face à ces difficultés et qu'ils expriment qu'ils ne sont pas bien avec ça, est-ce que c'est approprié de suggérer une intervention à son médecin, une référence psychologique aussi? Merci.
Je peux peut-être répondre pour la partie des ados, si vous voulez, là. Je pense que c'est super important d'agir tôt, puis même plus tôt que ça, parce que l'image corporelle, ça se construit très, très tôt. Les enfants, même dès l'âge de 4 ans, peuvent observer des préjugés, observer, par exemple, quelqu'un qui se regarde, qui se prend un peu le petit bourrelet, qui a l'air de pas aimer son corps, ou entendre les commentaires ou les associations qu'on fait. « Ah, je peux pas manger ça, là. En fin de semaine, j'ai mal mangé, j'ai triché, là, faire attention. » Ou « Ah, faut que j'aille m'entraîner parce que sinon, tu sais, faut que je brûle mon petit gâteau. » Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on dit comme ça, encore une fois, qui sont vraiment pas réfléchis, mais qui peuvent avoir des impacts, puis les jeunes nous entendent, nous imitent. Donc, plus tôt dans la vie, on est capable de valoriser le corps pour tout ce qui permet d'accomplir, puis de se détacher un petit peu de « Ah, t'es beau, t'es belle », parce qu'on a encore le droit là, de dire ça à nos enfants, mais de dire beaucoup plus toutes les autres choses que notre corps nous permet de faire pour être capable justement de se valoriser pour ce qu'on est, beaucoup plus que pour l'image qu'on projette. Puis effectivement, à l'adolescence, ben, c'est une période où le corps change beaucoup, se transforme rapidement aussi. C'est très variable d'un enfant à l'autre. Évidemment, ça ne se transforme pas pour ressembler au modèle, entre autres, sur les réseaux sociaux auxquels ils sont exposés. Donc, de parler de la puberté puis de normaliser ces changements-là à l'école, ça, c'est quelque chose de super important à faire. De plus en plus, parler d'image corporelle, développer l'esprit critique des jeunes aussi par rapport aux modèles qui sont présentés. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'ils sont modifiés? Les gens dans la rue, est-ce qu'ils ressemblent vraiment à ça? Est-ce qu'ils sont vraiment plus heureux? Tu sais, de tout avoir ces discussions-là, c'est super important. Puis je dirais qu'il y a comme une distinction à faire entre si on s'adresse à une classe, on essaye d'être plus dans un discours de réflexion positif, parce que c'est pas non plus l'ensemble des jeunes qui ont des troubles alimentaires ou qui vivent une grande préoccupation. C'est quand même plus de 1 sur 2 au secondaire, là, fait que c'est quand même assez présent. Mais en même temps, on veut essayer aussi de ne pas amener des jeunes qui n'ont pas eu ces réflexions-là encore à dire hey, « c'est vrai, je devrais me préoccuper de mon poids » ou « ah oui, mon Dieu, les régimes... » peut-être que je devrais commencer. Donc, c'est adapté aussi en fonction de l'âge. Équilibre, on a un programme qui s'appelle Bien dans sa tête, bien dans sa peau. C'est des ateliers pédagogiques qui peuvent être animés auprès des jeunes, autant au primaire qu'au secondaire, pour aborder justement l'ensemble de ces sujets-là. Ça peut peut-être être intéressant aussi pour vous, mais je pense que c'est important d'en parler le plus tôt possible, là, justement, pour essayer de prévenir ça. Puis l'aspect psychologique est très important parce que la relation avec le corps, effectivement, des fois, ça peut nécessiter là, un suivi psychologique qui peut être très utile et aidant. Je me retourne vers Frédéric, Catherine. Voulez-vous ajouter quelque chose? Ben, je pense que c'est important aussi de nommer qu'il y a des enfants gros, il va toujours en avoir, il y en a toujours eu, puis c'est important quand même d'être à l'affût de l'intimidation, des discours que ces enfants-là reçoivent, de ne pas être plus susceptibles de recevoir aussi de la grossophobie médicale. Hein. Je pense que c'est important de quand même, si un enfant a une morphologie qui sort de l'IMC ou de le normaliser, puis de voir est-ce que c'est quelque chose, puis sans aller vers une perte de poids, mais des fois, effectivement, il y a des enfants qui vivent des choses difficiles, puis qui passent inaperçus pour plein de raisons. Donc, je pense qu'il faut être à l'affût de, est-ce que c'est vraiment relié à un déterminant social? Est-ce que c'est vraiment relié à d'autres choses ou est-ce que c'est sa morphologie naturelle? Puis, d'être sensible à ça. Je pense qu'on peut tous et toutes vivre de la détresse face à notre corps, face à notre poids, qu'on soit une personne grosse ou pas. Puis c'est important quand même d'aller vers les services d'aide. Si notre image corporelle devient difficile, notre poids, notre apparence, peu importe qu'on soit une personne grosse ou pas. Puis je ramènerais aussi dans le sujet les garçons, les adolescents, une population qui est un petit peu moins visée dans les campagnes sur l'estime de soi, parce qu'on parle beaucoup de l'impact sur les femmes, les modèles féminins qui sont exposés, etc. Mais je pense que les hommes et les garçons vivent aussi de la détresse liée à leur apparence physique, mais ils n'ont pas nécessairement d'espace, de mots. Il y a très peu de recherche qui est faite sur l'impact aussi des médias sociaux sur l'image corporelle des jeunes hommes. Fait que, je pense que c'est quand même important aussi de se garder en tête que les modèles qui sont exposés aux garçons sont différents de ceux des filles, mais ne sont pas moins réalistes. Donc, on va passer aussi un petit moment là, à nos jeunes hommes. J'ajouterais aussi mon petit grain de sel santé publique, là, parce que oui, je pense que c'est sûr qu'il y a les jeunes, on veut justement qu'ils développent une image corporelle positive, mais comme tu dis, Andréane, ben, quand les parents à la maison peut-être font des commentaires grossophobes, ça va quand même les influencer. Fait que je pense qu'il y a juste un grand travail aussi qui est à faire au niveau de changer la norme sociale dans notre société, là, de tout ce qui est la perception du poids, de la grossophobie. Fait que oui, il y a un gros travail qui est à faire là, pour changer la norme sociale. Ça part de la maison.
Et quel travail quand même, hein? Oui, ça part de la maison. Après, on sort de la maison puis on est bombardé d'images. Tantôt, on parlait de représentation sociale ou d'une imbrication systémique, hein, de certaines croyances. C'est quand même un défi de plus en plus puisqu'on a de nouveaux véhicules de standards collectifs que sont les médias sociaux. Je pense qu'il faut quand même le reconnaître. On a abordé plusieurs mythes et croyances aujourd'hui, déjà depuis le début de notre conversation, qui concernent le poids et comment et aussi comment ça influence le système de santé ou la prestation de soins. Catherine, j'aurais le goût de me tourner vers toi pour voir est-ce qu'il y a des mythes qu'on n'a pas abordés, que tu aurais le goût de nous partager ou de défaire avec nous. On a parlé un peu de l'IMC déjà. On a aussi. Excusez-moi, j'avais une question. Est-ce que je peux poser la question, s'il vous plaît? Absolument. Moi, je ne vous vois pas. Désolée pour ça. Non, vous avez tout à fait raison. Effectivement, je Non, mangeais. super, allez-y. Écoutez, j'ai une question et un commentaire. Je vais commencer par le commentaire. La formation bien dans sa tête, bien dans sa peau, c'est fantastique. Non seulement ça s'applique pour des personnes grosses, mais ça s'applique aussi, par exemple, dans un contexte de diversité raciale, d'âge, etc. Bref, bravo pour ce volet-là. Maintenant, ma question, je vais la décliner sous deux formes, si vous voulez. Moi, je travaille en santé publique, en promotion de la santé mentale. Et j'aimerais savoir s'il existe des études de prévalence de troubles mentaux chez les personnes grosses. Ou, si vous préférez, est-ce qu'il y a eu des études sur la comorbidité chez les personnes obèses avec les troubles de santé mentale? Excellente question. Là, je vois Catherine qui se prend la tête. Je pense que, vous savez quoi? Je pense que c'est une question qui mérite qu'on revienne dans notre courriel. Si les panélistes n'ont pas de réponse immédiate, ce que je vous propose, c'est à la suite de l'événement, on vous envoie un courriel avec de nombreuses ressources et parfois on fait un suivi sur les questions non répondues pendant l'événement. Mais je pense qu'à brûle pour point, peut-être, si Frédéric, Andréane et Catherine n'ont pas de réminiscence automatique, là, on pourrait peut-être faire ça comme ça. Mais moi, je ne suis pas une experte là, sur le sujet pointu santé mentale, mais en même temps, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de médicaments qui sont nécessaires dans des traitements de santé mentale qui ont un impact sur le poids aussi. Fait que, où est la cause à effet, là? Mais je pense que d'un côté, tu sais, ça, certainement, il y a une certaine influence. Puis de l'autre côté, ben, le fait de vivre de la discrimination, des préjugés, ben, clairement, ça peut être associé aussi à la dépression ou à d'autres problématiques, là, troubles alimentaires qui peuvent aussi rentrer dans les troubles de santé mentale. Fait que j'aurais ces deux pistes-là que j'aurais envie de vous partager en ce moment. Moi, j'aurais pas mal été dans ce sens-là aussi, là, l'œuf ou la poule. Oui. Mais c'est une excellente question. Je me tourne vers Christina avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a des mains que je ne vois pas, Christina, ou est-ce qu'il y a des points dans le clavardage? Il n'y a pas de main, mais il y avait un point qui a été nommé, ça fait pas trop longtemps, par Cathy, qui a soulevé le point de la stigmatisation du poids dans le processus de recrutement par peur du risque de congé de maladie ou la perception des compétences. Je voulais juste donner l'opportunité aux panélistes de rebondir sur ce point avant de continuer. Je vois qu'on a une Frédéric qui a peut-être des problèmes techniques. Andréane, Catherine, est-ce que vous auriez une pensée par rapport à tout ce qui est billet, dans le fond, en processus de recrutement? Il y a quelques années, on a quand même là, assisté à des futurs préposés aux bénéficiaires qui se sont fait refuser l'embauche en raison de leur masse corporelle. Donc c'est quand même, je pense que c'est quelque chose qu'on a assisté. Il y a aussi des études qui démontrent que les perspectives d'emploi sont moins bonnes et moins de possibilités pour les personnes grosses versus les personnes non grosses. Mais est-ce qu'on va aussi dans l'intersectionnalité avec le privilège de la beauté? Parce que tout ça aussi, c'est intimement lié. Donc, les personnes plus belles et qui sont plus proches là, des standards là, vont avoir des meilleures opportunités en général. Donc oui, effectivement. Après ça, est-ce qu'on est capable de le documenter? C'est toujours très difficile là, de démontrer des préjugés en entrevue. Puis, on ne veut pas tomber non plus dans une espèce de
comme de tomber là, dans une pointe là, trop proche, puis de cibler des secteurs. Par contre, ce qu'on le sait, c'est qu'il y a des milieux, puis même les pratiques institutionnelles, ben, on peut pas nier que les intervieweurs ont aussi leur propre biais. Mais c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'amener à l'attention de tous pour être capable de les adresser puis de se mettre en position réflexive par rapport à ça. Mais c'est pas impossible. Merci aux questions à la fin dans le clavardage et merci à toutes celles et ceux qui lèvent la main. Christina je vais m'attacher avec Christina avant de relancer mes questions pour être sûre que vous vous sentiez inclus et inclus. Donc, si on revient à la conversation, là, j'imagine qu'il n'y a pas de main levée, Christina. Si on revient à la conversation sur les mythes sur le poids qui continuent à influencer le personnel dans les soins dans le réseau de la santé des services sociaux, on disait que tantôt, on a parlé longuement de l'IMC, on a parlé à plusieurs reprises de l'IMC. Est-ce que, Catherine, tu avais d'autres mythes que tu avais envie d'aborder avec nous? On avait parlé pendant notre rencontre de préparation de perte de poids comme solution universelle ou encore de stéréotypes où on va associer là, dans notre pensée surpoids à un manque, par exemple, de prise en charge de sa santé. Ben, absolument. Puis, tu sais, on l'a effleuré un petit peu, mais tu sais, comme on a des gens qui ont différents bagages de connaissances par rapport à ça, tu sais, je pense que ça vaut la peine de le nommer que le poids n'est pas uniquement une question de volonté. Hein? Puis, tu sais, Andréane en a parlé aussi. Puis, tu sais, mais tu sais, je pense que c'est important de le nommer devant des soignants que se prendre, tu sais, l'idée de se prendre en main, l'idée de, puis, tu sais, avec toutes les nouvelles médications qui aident dans un certain point à la perte de poids. Mais tu sais, l'idée là, que le poids est de notre responsabilité individuelle, met de côté tout l'aspect des déterminants sociaux de la santé, de la génétique, du milieu où on vit, de notre éducation, de nos autres troubles de santé comorbides, ben, tu sais, à la fin de la journée, puis tu sais, il faut faire attention à ça. On va présumer des fois aussi des habitudes de vie des gens, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, gros égale pas, passe sa vie à manger du McDo. Puis ça, c'est un mythe persistant qui fait beaucoup de dommages. Puis tu vas voir tu sais, juste aller voir les commentaires dans les réseaux sociaux des personnes grosses, ben, on va avoir beaucoup de commentaires à cet égard-là, alors que c'est pas basé sur rien. Puis même si c'était vrai, la personne mérite pas moins le respect et des soins de qualité. Fait que, tu sais, même si la personne fait le choix pour toutes les raisons qui appartiennent, ben, à la fin de la journée, nous, en tant que soignants, on a la responsabilité d'offrir des soins de qualité comme on l'offrira à n'importe quelle autre personne, qu'elle mange, qu'elle a une alimentation considérée équilibrée ou pas, qu'une personne décide de s'entraîner ou pas, au même sens où on continue de traiter les gens qui fument, qui viennent avec des risques et des bénéfices aussi. Si fumer n'avait que des désavantages, on ne fumerait pas. T'sais, je veux dire, il faut quand même remettre notre empathie au centre de nos souhaits. Puis, à la fin, il y a tellement de choses, puis on connaît tellement peu encore l'impact du corps. On connaît le corps d'une certaine mesure, mais on assiste quand même à un recul de l'avancement au niveau de la diversité puis de la positivité corporelle avec l'avènement de ces nouvelles médications-là. On nomme par exemple Ozempic, où des gens vont retourner dans un discours interne de « je me suis repris en main, blablabla ». Puis oui, effectivement, avoir une certaine morphologie vient avec des inconvénients, mais d'autres morphologies aussi. Puis on va pas nécessairement avoir la même posture face à ces personnes-là. Donc, je pense que je remettrai un peu ça au cœur de notre rencontre. Puis moi, j'aurais le goût de rajouter aussi que c'est sûr que tous les messages de la culture des diètes nous ont fait croire que c'est quand même facile de perdre du poids, mais la grande majorité des gens vont jamais réussir à perdre du poids à long terme. Puis même des fois, on pense que c'est une bonne chose de se préoccuper de son poids justement parce que ça peut amener les gens, là, je mets des gros guillemets, là, à se prendre en main, c'est un peu l'expression. Mais ce qu'on sait, c'est que souvent, l'insatisfaction corporelle, peu importe le poids, ben, ça va nous amener peut-être à faire des changements très drastiques au niveau de notre alimentation, suivre des régimes qui peuvent être risqués pour la santé, peut-être s'entraîner de façon excessive ou à l'inverse, juste pas aller s'entraîner parce qu'on a peur de se faire juger. Mais si, par exemple, on se disait, bon, là, j'essaie de faire des changements qui peuvent être positifs puis relativement sains, là. Donc, je sais pas, cuisiner plus, manger plus de fruits et légumes, aller prendre des marches parce que ça me fait du bien le midi pour ma santé mentale. Mais si le seul objectif que j'ai, c'est le poids, la perte de poids, puis que tout à coup, je me rends compte que j'en perds pas de poids, bien, je risque aussi d'abandonner tous ces changements-là qui auraient pu être bénéfiques pour ma santé globale. Donc, des fois, il y a un piège aussi à avoir comme unique objectif la perte de poids. Puis ça va pas au mérite. Il y a des gens
gens qui vont faire beaucoup d'efforts, beaucoup de changements, puis qui peuvent beaucoup améliorer leur santé sans que ça paraisse nécessairement ou voire pas du tout sur la balance. Puis il y a un webinaire super intéressant auquel je vous référais là-dessus. Il y a Benoît Arsenault, qui est un chercheur là, qui travaille à l'UCPQ de Québec, puis qui a fait un webinaire qui est disponible sur le site de la table québécoise sur la saine alimentation. Là, il y a une boîte à outils grossophobie et images corporelles. Mais lui, ce qu'il expliquait aussi, c'est qu'on n'est vraiment pas tous égaux non plus devant notre capacité à perdre du poids. Il y en a qui vont faire quelques petits changements puis qui vont pouvoir perdre du poids relativement facilement, mais c'est vraiment pas une majorité de gens. Puis il montrait que par tranche d'IMC, on a nos critiques par rapport à l'IMC, mais pour évaluer là, dans certaines études puis comparer des populations, ça peut être intéressant. Bien, il montrait que les personnes qui ont une IMC plus élevée, ben, c'est en grande partie la génétique qui détermine encore plus leur poids que les personnes qui sont plus minces. Donc, c'est comme si c'était encore plus facile pour les minces de perdre du poids que pour les personnes grosses. Puis ça, c'est comme si ça accentue encore une fois l'écart. Puis des fois, on peut penser que parce que pour nous, c'était facile, ça marche pour tout le monde, c'est avec les influenceurs sur les réseaux sociaux ou des gens qui partagent leur expérience avec plein de bonne volonté, mais c'est vraiment pas comme ça, puis pas applicable pour tout le monde. Donc, il faut essayer d'arrêter de penser que c'est simple. Puis même au niveau des habitudes de vie, c'est sûr qu'on peut peut-être avoir un impact sur notre poids, on le sait pas, mais clairement sur notre santé, mais c'est pas non plus facile pour tout le monde de changer leurs habitudes de vie. Donc, ça aussi, tu sais, d'accompagner la personne, puis de pas présumer que même si c'est ça la solution pour elle, ça peut être facile parce que, tu sais, d'avoir accès, par exemple, des fois à un endroit pour s'entraîner, un quartier sécuritaire pour marcher, une épicerie à proximité où on peut aller à pied, où est-ce que le coût des fruits et légumes est pas nécessairement très élevé. Donc, tous ces éléments-là, des fois, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais qu'on doit considérer parce que ça peut faire obstacle aussi au changement d'habitude de vie des gens. Merci pour tout ça, Andréane. Je me tourne vers Christina. Je vois le temps qui avance. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on a des dernières mains levées, Christina, dans nos participantes et participants? Oui, on a une main levée de Chantal Smith. J'ai débloqué le micro si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour, excuse-moi. Juste quand je suis mon mari a décidé de commencer l'aspirateur. Excuse-moi. Je voulais juste, je suis une personne grosse, je suis aussi une travailleuse sociale dans le système de santé au CIUS, Centre-Ouest de Montréal, et j'ai eu je pourrais vous en parler pendant 1 heure de toutes les expériences que j'ai eues de grossophobie avec des professionnels de santé. Mais j'ai fait une plainte, j'ai été à l'urgence à l'hôpital de Verdun en 2023 et j'ai fait une plainte de grossophobie parce que je suis allée avec des immenses douleurs sur le côté. Et j'ai un médecin puis un résident qui ont décidé de me donner la morale de comment je devrais perdre du poids, puis peut-être je devrais faire la physiothérapie, etc., etc. Puis là, 1 semaine plus tard, je reçois un appel d'un autre médecin qui dit « Ah, en passant, tu as une infection urinaire, tu as une bactérie. » Oh! Alors peut-être que c'est pas à cause que je suis grosse. Donc, c'est extrêmement frustrant et j'ai fait une plainte et ils ont répondu que l'hôpital respecte la politique du réseau de santé ou je ne sais pas quoi exactement. J'ai essayé de trouver exactement c'était quoi la politique, mais ils référaient à une politique qui dit qu'ils ne discriminent pas, ils discriminent pas selon l'orientation sexuelle, le genre. Ils ont comme nommé comme toutes les choses possibles, mais poids n'est pas sur la liste. Et je trouve ça extrêmement frustrant. Et comment est-ce qu'on va pouvoir combattre la grossophobie dans le système de santé quand c'est pas dans la politique du réseau? Presque tout ce qui est possible comme point de discrimination était sur la liste, sauf poids. Donc, moi, je trouve ça extrêmement frustrant. Merci de partager avec nous, Chantal, puis désolée d'entendre ce que vous avez vécu. Je vais me tourner vers Frédéric dans une seconde. J'ai le goût de dire, je pense que la société change aussi, hein, ce qu'on comprend et je pense que c'est là la conversation qu'on a aujourd'hui. C'est pas pour dire que ça va tout changer, mais c'est un pas vers un regard différent sur des pratiques qui ne peuvent plus être soutenues. On parle d'accueil inclusif ou de traitement équitable. Effectivement, là, il y a des considérations nouvelles qu'on n'avait peut-être pas il y a 50 ans. Frédéric?
Oui, premièrement, je suis vraiment désolée que vous ayez vécu ça. C'est vraiment horrible. Puis, j'allais dire, c'est ça, au niveau du Collège des médecins, eux, ils se sont vraiment positionnés comme étant anti-grossophobe. Donc, je pense que c'est peut-être plus utile au niveau individuel d'aller faire une plainte au Collège des médecins versus à l'hôpital. Merci Mais pour moi, j'ai cette quand même précision. eu dans les dernières semaines des gens qui ont porté plainte, qui ont eu quand même des retours positifs. Donc, tu sais, puis entre 2022 puis 2025, je pense que le fait que le Collège des médecins se soit positionné a quand même un peu changé la donne, ce qui est excellent. Puis, tu sais, si on peut retourner, il n'y a pas si longtemps que ça, le concept de discrimination n'existait pas, la discrimination envers d'autres populations n'existait pas. Donc, tu sais, je pense que c'est un cheminement qui se fait, mais en ce moment, c'est sûr que ça crée une précarité, une vulnérabilité auprès des personnes grosses, que ce statut-là, même au niveau des droits et des droits de la personne, ne soit pas reconnu. Mais tu sais, comme les choses changent, puis on va rester optimiste. Et là, merci pour tout ça. Je vois qu'il y a des gens qui doivent quitter les 12h59. On va prendre encore quelques minutes. Si vous êtes en mesure de rester avec nous, on va clore la conversation. Si vous devez quitter, on vous remercie de votre présence. Merci de votre participation, de vos commentaires, de vos mains levées, de votre écoute. C'est vraiment précieux pour nous et c'est la raison de discuter et comprendre. Et je vois qu'il y a eu d'autres interventions dans le clavardage qu'on ne pourra pas traiter. Je ne sais pas s'il reste des mains levées, Christina, puis je vais être mindful aussi, je vais être consciente du temps de nos panélistes. Donc, peut-être on pourrait prendre rapidement là, juste les questions ou les interventions, puis on va faire un suivi courriel avec tout le monde. Oui, on a la main levée de Bénédicte et Antonine, pardon. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, Ok. bonjour. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir cette conversation-là. Moi aussi, je suis une personne grosse, puis je trouve ça extrêmement rafraîchissant d'avoir ces conversations-là. Moi, j'essaie de l'avoir un peu plus à l'individuel avec des collègues, tout ça, dans ma vie en général. Je pense que c'est vraiment important qu'on porte l'attention là-dessus parce qu'en effet, ça affecte tout le monde. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette contribution-là. Ce que je voulais demander, c'était, est-ce que vous savez, tu sais, un peu plus concrètement, s'il y a des choses qui sont faites justement dans le réseau en termes de travailler l'accessibilité, la sensibilisation par rapport à la grossophobie, tu sais, comme on parlait plutôt, les chaises, toutes ces choses-là. Puis même au sein des équipes, tu sais, je pense souvent à comment je vois encore le langage à propos des diètes, puis tout ça, comment c'est encore très commun. Puis, tu sais, je voudrais aussi prendre le temps de porter cette attention-là. Vous l'avez dit par rapport aux enfants, ce qui est vraiment excellent. Je suis d'accord de faire attention au vocabulaire, mais même nous, entre adultes, entre collègues, puis tout ça, tu sais, de faire attention des fois aux propos qu'on porte, parce que même s'ils sont portés sur nous-mêmes, il y a une signification qui est beaucoup plus grande derrière, puis de faire, tu sais, juste d'être mindful, en fait, des gens avec qui on en parle, du vocabulaire qu'on utilise. Là. Donc, en tout cas, petit PSC, si on veut, mais aussi, c'est ça, je me demandais s'il y avait d'autres démarches qui étaient faites là, en termes d'accessibilité, sensibilisation dans le réseau. Voilà. Merci beaucoup, Bénédicte. Catherine, Frédéric, Andréane. Je pense que le texte, le guide qui a été élaboré en partie par Frédéric a contribué aussi beaucoup à sensibiliser et à amener, parce que ça a été publié à large, là, à grande échelle dans le réseau. C'est sûr qu'avec la transition de Santé Québec, je suis optimiste que Santé Québec va tout nous régler ça. Mais au-delà de ça, c'est encore beaucoup des initiatives individuelles. Je pense que les équipes, tranquillement, se sensibilisent, transitionnent. Je pense que les personnes grosses ont leur rôle à jouer dans leurs équipes aussi, pas toujours pour défendre notre existence, mais tu sais, moi, quand j'étais à Rouverte, on a 2 nutritionnistes qui étaient anti-grossophobes avec une approche très claire, qui se sont positionnés, puis qu'on a aussi fait de la sensibilisation dans l'équipe. Tu sais, je pense que c'est de voir aussi. Tu sais, je sais que l'équipe de Christine dans la DEIA aussi sont ouverts à voir s'il y a des choses qui peuvent être faites au niveau des équipes. Je pense que c'est un bateau qui tourne lentement, mais qui tourne assurément. Donc, tranquillement, pas vite, dans les prochains achats, comment est-ce qu'on peut garder ça en tête? Puis, je pense que c'est tous ensemble qu'on va y arriver, mais je suis consciente que le bateau ne bouge pas vite, mais il bouge. Donc, je pense qu'on peut juste partir de là, mais c'est une excellente question, Bénédicte.
Moi, je ne suis pas dans le réseau de la santé, mais la trousse image corporelle et grossophobie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était dans le chat aussi, il y a un modèle de résolution pour les milieux de travail pour justement être plus inclusif. Donc, peut-être que des fois, tu sais, ça peut être une initiative avec un certain levier pour dire, hey, notre conseil d'administration, ou en tout cas, là, c'est sûr, dans le réseau, c'est différent, mais endosse ça, notre direction, on décide d'intégrer justement la diversité corporelle parmi nos valeurs. Puis là, il y a différents éléments à considérer là-dedans qui peuvent être un levier justement pour faire certains changements. Définitivement, nous aussi au Centre-Ouest, on est en train de faire un virage pour plus d'accessibilité, puis ça inclut aussi la diversité corporelle. Donc, on veut vraiment travailler, on travaille déjà là-dessus, donc on veut vraiment accentuer ce virage-là de réflexion en amont dans le design de nos services, de nos espaces, pour réfléchir à une diversité de besoins et à une diversité de réalités. Donc, c'est sûr que plus on pense en accessibilité universelle, plus on adresse différents besoins, ou même tant dans l'architecture, dans l'environnement bâti que dans la façon dont on réfléchit à nos programmes et services. On a une dernière main levée, Antonine. Merci. En fait, moi, c'est un témoignage. Pour avoir vécu, comme plusieurs femmes ont eu le même problème, j'avais eu au secondaire des règles absolument complètement folles. Autant les douleurs que la quantité. Bref, je vous épargne les détails. Je vais voir mon médecin de famille dans le temps, j'en avais un. Et tout le long de mon secondaire, cégep, fait qu'à peu près pendant 7 ans, il me dit « Fais du sport puis bois du thé ». Et au final, je faisais de l'anémie. Fait qu'évidemment, quand tu fais de l'anémie, tu es fatigué. Fait que tu n'as pas tant le goût de faire du sport. Fait que finalement, après 7 ans, j'ai vu un gynécologue qui m'a dit ça n'a pas de bon sens, évidemment. Tu es en train de te vider de ton sang, c'est absolument pas normal. Il m'a prescrit la pilule, puis du jour au lendemain, c'était le jour et la nuit. Je l'ai même appelé, j'ai dit c'est pas normal, je saigne plus. Mais il m'a dit ce qui n'était pas normal, c'est que tu saignes à ce point-là. Puis, il me dit en passant, j'ai regardé tes tests de prise de sang, tu avais plusieurs carences, fait que je vais te donner des médicaments. Puis, jamais on m'avait averti pour mes carences avant, dont la B12, et que j'étais porteuse d'une certaine sorte d'anémie qui pourrait causer problème éventuellement en fertilité. T'sais, pendant 7 ans, le médecin ne m'avait jamais rien dit. Fait, je trouve ça absolument indécent. Parce que dans le fond, tu sais, je viens, mais c'est pour mes règles, tu sais, ça n'a rien à voir avec mon poids. Tu sais, tu viens, comme si tu viens pour une cheville cassée, ben, perdre du poids. Franchement. Bref, c'est ça. Merci pour votre panel aussi. Merci, Antonine, de nous partager de votre confiance. Puis, désolée, encore une fois, d'entendre que c'est des pratiques dommageables auxquelles vous avez été exposés. Je me tourne pour peut-être le mot de la fin, pour une réponse, puis un mot de la fin vers les panélistes. Frédéric, Andréane, Catherine. Oui, ben, je pense que la première étape, c'est de reconnaître qu'est-ce qui se passe, reconnaître qu'il y a plusieurs pratiques actuelles qui nuisent à la santé des gens dans nos structures au niveau du système de la santé. Puis c'est ça, je pense que c'est comme la première étape, puis on est vraiment dedans. Il commence à y avoir plein de gens qui commencent à être sensibilisés, à essayer de faire changer les choses. Fait que je pense que c'est une bonne première étape. C'est sûr qu'on a du chemin à faire, mais il y a quand même une bonne première étape qui est entamée en ce moment. Puis je pense que des fois, ça peut avoir l'air gros, tu sais, de se dire qu'il faut changer un système, combattre une norme, puis tout ça, mais des fois, ça peut commencer vraiment par toutes sortes de petits gestes. Ça peut être juste de se dire, là, je pense ça, là, est-ce que c'est vraiment fondé? Attends un petit peu, là. Ou juste d'être ici ce midi, puis d'avoir eu l'intérêt, puis d'avoir pris le temps d'écouter. Juste des fois, de commencer par les propres commentaires qu'on peut faire à notre propre égard sur notre corps ou notre façon de manger, d'éviter certains commentaires sur le poids ou l'apparence dans le temps des fêtes qui s'en vient, là, c'est une bonne suggestion. Fait que des fois, juste des petits changements comme ça contribue, tu sais, c'est une petite goutte d'eau qui, mise avec toutes les autres, va pouvoir contribuer aussi à faire changer les choses. Catherine, le mot de la fin. J'encourage les personnes grosses à faire valoir leurs droits. Hein? Si les diagnostics, les recommandations qu'on vous fait ne vous conviennent pas, c'est correct, des fois d'attendre, effectivement, des fois ça place, mais si ça ne se replace pas, de ne pas attendre, de vous outiller, de vous entourer. Il y a plusieurs textes là, qui ont été aussi sur comment faire valoir ses droits quand on vit de la grossophobie médicale. Trouvez-vous des alliés, n'hésitez pas à aller vous lancer. Ça se peut que le premier soignant qu'on rencontre ait des billets grossophobes, mais ça se peut que le prochain n'en aille pas, puis ça se peut qu'il valide le prochain, puis après ça, c'est à nous de voir est-ce qu'on est satisfait de ça, mais sans tomber dans une revendication
information là, extraordinaire, ben, des fois, ça se peut que les médecins se trompent, ça se peut que les soignants aient leur propre billet. La grossophobie fait mal, ça, c'est vrai, on l'a nommé plus tôt, mais si on persiste et on reste avec des doutes, ben, c'est correct d'aller chercher un deuxième avis. Merci pour cette perspective. Aussi, perspective à nos 3 panélistes. En terminant l'écoute, je me dis aussi, le réseau de la santé, c'est aussi un vase communicant sur la société. Hein? Donc, on y vit ce qui existe et ce qui est vivant dans la société. On en a parlé tout à l'heure. Mais on sait que le réseau aime être novateur et nous amener plus loin. Donc, on va inviter tout le monde qui est ici aujourd'hui au sein du réseau de la santé des services sociaux à continuer l'innovation puis à continuer cette prise de conscience-là. Les conversations qu'on a eues aujourd'hui sont personnelles, sont collectives, mais sont importantes. Puis, ben, merci d'avoir été avec nous. Merci les 3 panélistes. Vraiment apprécié, Frédéric, Andréane et Catherine. Une conversation très précieuse et très riche. Et on se revoit en décembre, tout le monde, pour le prochain Discuter et comprendre. Et merci encore à vous 3. Merci. Merci de l'invitation. Merci beaucoup.